Après une vidéo à 700 000 vues, on peut plus créer comme avant ou on peut créer comme avant? On peut plus. Quand on s'exprime en tant qu'expert comptable, est-ce qu'on a une responsabilité supplémentaire? On a une pression supplémentaire. 200 000 vues sur un short, c'est comme 200 000 vues sur une vidéo de 30 minutes? Pas du tout. Est-ce que sans vol d'autorité, tes vidéos marcheraient aussi bien? Je ne pense pas. C'est facile d'écrire des vidéos d'analyse de 30 minutes? Pas du tout. Merci pour ces petits vrais-faux. J'aimerais qu'on attaque direct, qu'on rentre dans le vif des vidéos virales justement. Parce que sur tes 8 dernières vidéos, il y en a 5 qui ont dépassé les 200 000 vues. Donc c'est vraiment énorme et vraiment bravo pour ça. Et du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe en fait quand on a sa chaîne YouTube dans sa routine, tu crées ton contenu, etc. Et puis d'un seul coup, tu as une puis plusieurs vidéos qui deviennent virales. Ça déclenche quoi? Il se passe quoi après tout ça? J'allais dire que tu passes par plusieurs émotions. La première est vachement positive. Alors je sais pas si on va appeler ça de l'adrénaline ou en tout cas les premières fois que tu as un nombre de vues vachement important, tu te dis waouh, j'ai réussi. Et c'est la première étape et c'est le côté positif. Tu montes le grand 8 et d'un seul coup après tu sais que tu dois faire la vidéo suivante. Et quand tu fais la vidéo suivante, tu dis mon Dieu, il va falloir que j'arrive à faire aussi bien au minimum, voire mieux que la vidéo précédente. Et à ce moment-là, tu as le stress qui reprend et donc tu descends j'allais dire, le plus bas possible jusqu'au moment où tu écris ta vidéo, tu la montes, tu es sûr qu'elle va foirer. En tout cas, moi, de mon côté, je suis sûr qu'elle va foirer. Je la poste et là, elle repart aussitôt et tu dis waouh, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai réussi à trouver pour que cette deuxième vidéo fonctionne aussi bien que la première, alors qu'il n'y a pas de lien entre les deux, quoi. Mais ce que je fais de temps en temps, c'est que j'aime bien, j'allais dire, faire un feedback en arrière et dans mes analytiques, dans le tableau de YouTube qui te permet de voir l'historique de tes vues. Des fois, en revenant en arrière, je me rends compte que même si je suis un peu moins bien sur la dernière vidéo, je suis vachement mieux qu'il y a un an et donc ça te rebooste pour continuer à écrire. Mais c'est vrai qu'arriver à garder cette routine tous les mois de poster une vidéo, c'est pas facile et je dirais que c'est encore plus difficile quand ta vidéo précédente a fonctionné. Mais du coup, si je comprends bien, en fait, tu essaies de rationaliser quand même tes émotions et de te dire, évidemment que tu vas essayer de reproduire la même performance, mais si une vidéo marche moins bien que ta vidéo virale, en retournant en arrière, tu dis, bon, il faut essayer de remettre les choses dans le contexte. Par rapport à ce que ma chaîne était avant, je suis quand même 5 fois, 10 fois mieux en termes de nombre de vues, même si j'ai l'impression que ma vidéo a raté. C'est ça qui est difficile, parce qu'il y a des créateurs pour qui, dès qu'une vidéo devient virale, ça devient vraiment leur référentiel de base, et tout ce qui est en dessous les déçoit totalement. Et ça, c'est vachement dur, parce qu'après, c'est une course en avant, en fait. Et toi, tu arrives à peu près quand même à contrôler cette émotion-là, ou ça reste difficile, quoi? Alors, je ne sais pas si c'est l'expérience ou si c'est l'âge qui fait qu'il y a un peu plus de maturité à 45 ans qu'à 25. Hein. Mais non, dire c'est facile, c'est faux parce que je sais que... Alors, je ne sais pas la première vidéo qui a explosé, mais quand j'ai eu la vidéo sur le Big Mac qui avait dépassé les 100 000 vues en une journée, derrière, les vidéos suivantes ont quand même assez bien fonctionné. J'étais à 20, 30 000 vues sur le mois et derrière, je fais une vidéo sur combien coûte un bébé qui dépasse difficilement les 10 000 vues. Je me suis dit, mince, j'étais sûr d'avoir réussi et je me dis mais pourquoi elle n'a pas fonctionné quoi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, sur le coup, tu te prends un coup de massue quand même, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'on essaye tous d'avoir la vidéo suivante qui dépasse la vidéo précédente. Je pense que c'est un objectif. Mais c'est à ce moment-là, par contre, que j'essaye de rationaliser, de rééquilibrer les émotions pour pouvoir justement me replonger derrière dans l'écriture de la prochaine vidéo. Il y a un petit exercice, je trouve, que j'ai commencé à faire avec toi, qui est de se dire à chaque fois, la vidéo suivante, à partir de combien de vues on serait content, en fait. Et ça peut aider hein, pour certains si vous avez une vidéo virale un jour, parce que généralement, on essaie justement de rationaliser à ce moment-là, avant de la poster, et de se dire, bon, celle-là, si elle fait 20 000 vues, on est content. Et puis si elle en fait 40, c'est peut-être moins que la vidéo précédente, mais du coup, on anticipe un peu une satisfaction, quoi. Et ça peut aider peut-être, non, de le voir comme ça? En plus, je vais pas dire j'ai de la chance, mais j'ai peu d'abonnés.
Enfin, disons que par rapport aux vues que réalise la chaîne, j'ai peu d'abonnés. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile de dire j'ai 60 000 abonnés aujourd'hui, une vidéo qui fait 20 ou 30 000, c'est déjà 50% d'abonnés, c'est bien. Mm. C'est vrai qu'à côté, quand tu regardes des youtubeurs, et c'est normal, hein, je veux dire, les abonnés viennent, se désabonnent pas, mais pour autant partent de tes vues. Voir qu'aujourd'hui, des youtubeurs qui ont 500, 600, 1 million d'abonnés font 50 ou 100 000 vues. Je pense que c'est plus difficile aussi à accepter que quand quelqu'un qui a 50 ou 60 000 abonnés fait 10, 20 ou 30 000 vues. Il y a cet Logique. impact-là. Ouais, je pense qu'il y a cet impact-là. Et après, jusqu'ici, j'avais pas beaucoup de pression parce que je mettais pas beaucoup d'argent dans les vidéos. L'air de rien, tu le sais, depuis 2 vidéos, j'ai un monteur. Depuis le début de l'année, j'ai un Media Maker. L'air de rien, c'est des dépenses supplémentaires. Et donc, ça t'oblige aussi à dire, faut que ça réussisse parce que derrière, faut que j'ai quand même un minimum de cash. Moi, dans mon cas, pas pour me payer, c'est vraiment 100% loisir, mais au moins pour payer les gens qui travaillent avec moi. Tu regrettes des fois d'avoir pris un Media Maker ou un monteur? Alors, je le regrette pas parce que je pense que je les ai pris à un moment où j'étais arrivé au maximum de ce que je pouvais faire sur ces deux métiers. Le Mini Maker, je l'ai pris en premier au mois de janvier et je sentais très bien qu'au niveau des miniatures, il fallait que j'arrive à passer un gap pour sûrement réussir à continuer à développer la chaîne. C'est ce que ça a fait. Donc là-dessus, ça a été assez simple et ça a été plutôt naturel. Et je l'ai fait à un moment où les revenus de la chaîne à peu près couvraient, je dirais, sur une année le coût du Mini Maker. Sur le monteur, c'est différent parce que là où la miniature, c'est que la plastique de la vidéo, c'est vraiment juste la page d'accueil. Le montage, c'est presque la vidéo en elle-même, ça fait partie d'un tiers ou de 50% de la vidéo. Donc le côté artistique, il prend un petit coup parce que c'est plus toi qui es maître à 100% de la vidéo. Tu vas laisser les rênes, à quelqu'un, ce qui est pas facile. Euh, et en plus, en termes de coût, ça coûte beaucoup plus cher de faire sous-traiter un montage que de faire sous-traiter une miniature. Mais je pense que c'est la meilleure façon d'avoir un regard extérieur, d'avoir un autre regard sur la vidéo. Et même moi, derrière, quand je revois la vidéo avant qu'elle soit postée, en n'ayant pas la tête dans ma vidéo, mais plutôt en ayant un peu de recul et un peu de temps entre les deux, ça peut permettre aussi d'améliorer la vidéo. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le développement de la chaîne, il se fera par l'amélioration des vidéos. Ok, très cool. T'as eu d'autres opportunités qui se sont présentées? Le fait d'avoir eu des... Là, je parle pas forcément de toi dans ta tête en tant que créateur, ce que ça a changé d'avoir des vidéos virales, mais plutôt au niveau de la chaîne, au niveau des contacts que tu as pu avoir, des relations que tu as pu avoir. Est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir des vidéos qui font 700 000 vues en quelques semaines? Alors, professionnellement déjà, l'air de rien, même si c'était pas l'objectif, ça a attiré des clients. Automatiquement, tu fais une vidéo qui fait 600 ou 700 000 vues, il y a des gens qui se disent sûrement parmi les 700 000, j'ai envie de créer une entreprise ou j'ai envie de changer d'expert comptable. Donc à ce moment-là, j'ai eu pas mal de messages de personnes au moins pour avoir, j'allais dire, une indication, un rendez-vous ou quelque chose. Donc ça m'a apporté à ce niveau-là alors que je faisais pas ça pour ça. Mais bon, j'allais dire tant mieux. Euh, Sinon après, au niveau de la chaîne, c'est cette vidéo qui m'a aussi apporté j'allais dire des premiers échanges sur la question des partenariats. C'est cette vidéo-là quand même qui a, qui a permis à certaines marques de penser à moi et c'est pour ça que la prochaine sera sous partenariat pour les mêmes raisons de problématiques de coût de monteur, on va dire. Euh, mais après, aujourd'hui, ce que j'aimerais bien par rapport aux vidéos que je fais, par rapport aux analyses de faits, ça serait pourquoi pas de temps en temps avoir un échange avec certains créateurs. Et ça, je veux dire, aujourd'hui,
j'ai pas des créateurs qui m'ont contacté en me disant, bah tiens, est-ce que ça te dirait de soit qu'on fasse une vidéo ensemble, soit de participer à une vidéo. J'ai pas encore eu ça, même si je sais que certains se sont abonnés à la chaîne. Hmm. Ouais, déjà, tu les vois, et puis c'est vrai que la notoriété de tes vidéos fait que maintenant ça fait une sacrée carte de visite, et que si demain tu veux, je sais pas, analyser l'entreprise de Lena Situation, tu es crédible pour la contacter ou contacter son agent pour essayer peut-être d'avoir au moins un point de contact et peut-être un petit fit dans ta vidéo. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que peut apporter en fait l'image publique de ta chaîne. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je suis assez content aussi de voir... Enfin, en fait, c'est une évolution logique, mais c'est vrai qu'on l'aperçoit pas toujours. Quand on a commencé à bosser ensemble, on avait évoqué la question des partenariats. Je me demandais si c'était un souhait pour toi, éventuellement un jour, de faire des partenariats avec des marques, etc. Et puis tu m'avais dit à ce moment-là, bah, pas vraiment, quoi, parce que c'était plus pour le plaisir et tout ça. Mm. Et c'est vrai il y a des... on franchit des paliers en fait dans la création de contenu et j'ai l'impression que tu es en train de les franchir assez rapidement, de justement commencer à déléguer certaines choses, mais du coup ça engendre des coûts, mais ça libère aussi de l'espace mental pour pouvoir peut-être créer, soit continuer sur ta lancée, parce que au démarrage c'est toujours facile parce que la motivation elle est ultra présente de faire les sujets de vidéo, mais après plus ça avance, plus ça devient difficile. Quand on a fait des centaines de vidéos sur une chaîne, au bout d'un moment il faut renouveler un peu la motivation. Donc ça peut aider de pouvoir déléguer des choses, mais déléguer ça implique des coûts. Les coûts, du coup, on va essayer de mettre en face des revenus. Les partenariats sont un moyen d'avoir ce type de revenus. Et donc, pour moi, ça fait partie de l'aventure, en fait. Il y a un moment où cette case se débloque. Alors, pas pour tout le monde, on n'est pas obligé d'y passer. Hein. Je sais pas, est-ce que tu le vois comme ça ou est-ce que tu le vois pas du tout de cette manière-là, en fait? Bah, enfin, à l'origine, quand j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment, comme tu disais, une chaîne plaisir qui avait pour seul objectif, au fait, de sortir du travail quotidien. Parce que l'air de rien, YouTube, c'est un loisir. À côté, j'ai un cabinet, je gère du personnel, j'ai des clients. Enfin, je veux dire, ma priorité numéro un, ça reste le cabinet, ça reste la partie professionnelle. Là, c'était vraiment pour sortir justement de cette routine. Et je me disais qu'il n'y avait pas de lien entre le fait de se rémunérer grâce à YouTube, alors que ça reste un loisir. Sauf que au bout d'un moment, et je pense que c'est normal, c'est que au départ, quand j'ai créé la chaîne, je m'étais dit, je serais content si un jour j'ai 1000 abonnés. C'est arrivé, et le jour où j'ai eu les 1000 abonnés, je me suis dit, faut que je passe les 10 000, et automatiquement, le jour où j'ai eu les 10 000, je me dis, tiens, pourquoi pas un jour arriver à 100 000 et que derrière moi, il y ait un petit trophée en argent, ce serait pas mal. Sauf que, et là c'est tout à fait normal, tu ne travailles pas de la même façon pour avoir 1000 abonnés, pour avoir 10 000 abonnés, pour avoir 100 000 abonnés. Tu es obligé de te professionnaliser, tu es obligé d'avoir une qualité qui augmente parce que alors je dirais pas la concurrence parce que c'est peut-être pas le terme adéquat, mais l'offre, en tout cas l'offre YouTube est tellement importante que si déjà tu démarres mal au départ, bah, ta vidéo elle va pas fonctionner, tu seras pas mis en avant et derrière tu vas capoter. Donc je me suis dit que la meilleure façon de continuer à augmenter, bah, c'était d'investir. Et donc pour investir, il me fallait par contre avoir de l'argent, logique. Et comme j'avais pas envie d'investir mon propre argent, bah, il fallait bien que je passe par là. Et indirectement, euh, j'allais dire que presque faire des partenariats sur ta chaîne, c'est montrer que tu as passé un gap parce que les marques Mmh. t'appellent pour faire de la pub. Donc c'est aussi valider un trophée dans quelque sorte. C'est vrai. Même si c'est plus à titre individuel qu'on va le ressentir comme ça, l'audience, enfin, c'est pas ça qui fait que l'audience va revenir ou va Non, vouloir s'abonner à la chaîne plus, on va dire, au contraire. Mais c'est vrai que nous, à titre personnel, il y a un petit côté grisant à se dire, c'est suffisamment intéressant pour que des marques s'intéressent. Il y a une validation, quoi, quelque part. tout à fait. C'est peut-être le moment de te présenter. C'est vrai que habituellement dans les podcasts on présente au tout début. Là pour des soucis de rétention YouTube, etc. Je voulais qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Tout le monde comprendra bien. Mais du coup je pense que ça peut être bien que tu te présentes un petit peu, Jérôme, qui tu es, pourquoi tu as commencé au tout début, la toute première vidéo. Qu'est-ce qui t'a pris de sortir une vidéo sur cette chaîne? Pourquoi tu l'as appelée comme ça? Et surtout voilà, qui tu es aujourd'hui. Donc pour faire un peu l'historique, donc je m'appelle Jérôme, hein, j'ai pas un nom spécial pour YouTube. Je suis expert comptable à la base, expert comptable sur Bergerac, donc la campagne pure à 200 km, 150 km de Bordeaux. Et cette chaîne, elle est née de deux choses.
une rencontre un peu fortuite avec un bus qui m'a percuté. Et, ce qui a fait que ça m'a fait relativiser certaines choses. Alors l'accident n'a pas été très grave, j'ai passé une journée à l'hôpital, une minerve pendant 2 semaines, mais ce qui m'a choqué, c'est quand en fait, j'ai été percuté et quand je suis sorti de la voiture, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma secrétaire et je lui ai dit, appelle les clients, je pourrais pas être à l'heure au rendez-vous cet après-midi. Et là, tu te dis, bah Jérôme, faut quand même que tu penses un peu à toi, un peu à la famille et pas qu'au travail. Et donc, ça a trotté dans la tête pendant plusieurs mois. Là, on était été 2019. Et c'est je pense fin 2019, je me suis dit, bah tiens, tu vas faire un truc qui te plaît. Tu as toujours aimé un peu la photo, l'artistique, ce genre de truc. Pourquoi pas tenter une chaîne YouTube? Donc, j'étais en fin 2019 et je dirais que c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré indirectement via tes vidéos, quand j'ai commencé à taper créer une chaîne YouTube, comment réussir sa chaîne YouTube, enfin le truc. Moi, techniquement, c'est surtout comme ça que j'utilisais YouTube avant, c'était en moteur de recherche d'informations pour pouvoir après faire moi-même. Donc, ça, j'ai fait ça pendant quelques mois. Je dirais que manque de bol, il y a eu le Covid. Et là où beaucoup de gens étaient chez eux à rien faire, pour les experts comptables, ça a été une période très très compliquée parce qu'on ne savait rien et on devait accompagner la totalité de nos clients qui eux non plus ne savaient pas comment faire et quoi faire. Donc on a eu quelques mois compliqués et au cours de l'été, je me suis dit, ça y est, à la rentrée, tu te lances. C'était vraiment l'objectif. Rentrée 2020, tu te lances. Et ce que j'ai fait pendant tout l'été, c'est que je me suis limité à une vidéo par mois pour me dire au moins tu as le temps, tu vas pas te foutre la pression. Mais j'ai cherché mes 12 sujets de vidéo pour être sûr. Ma première peur était de ne pas avoir de sujet. Donc j'ai cherché mes 12 sujets de vidéo et derrière, bah, j'ai commencé à écrire la première. Je l'ai écrite pendant le mois d'août. Et là est arrivé au fait le moment le plus compliqué. Parce que le plus compliqué, c'est pas de penser à une chaîne YouTube, c'est pas d'écrire sa vidéo. En tout cas, pour moi, ça a été d'appuyer sur le bouton REC au départ. Je crois que la caméra, elle est restée facilement 1 heure face à moi. Et je commençais à faire la vidéo, mais sans enregistrer. Enfin voilà, j'ai tenté plusieurs fois. Je crois que cette vidéo, j'ai dû l'enregistrer, mais 3, 4 ou 5 fois. Je me suis dit, mais ça va jamais, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Et derrière, je l'ai posté. Mais par contre, comme j'avais peur de ne pas aller au bout de mon objectif et en tout cas de pas durer, de pas tenir sur la longueur, je l'ai dit à personne. C'est que pendant quasiment 1 an, j'ai fait une chaîne YouTube sans en parler à personne. Et c'est qu'au bout d'1 an, quand je me suis dit, bon, bah ça va, tu as réussi à faire 12 vidéos, tu vas continuer, que là, j'ai commencé à en parler à l'extérieur et autour de moi que j'avais cette chaîne YouTube. Elle avait à l'époque, je ne sais plus, 200 ou 300 abonnés, quoi. Mais voilà, je me suis dit, ça y est, tu as réussi, tu peux continuer, tu peux le dire à tout le monde. Donc la chaîne au départ... J'ai toujours fait ça sur mes chaînes YouTube, j'ai toujours fait la même chose, en fait, sur ma chaîne photo au départ. J'en ai parlé à personne. Ma femme, je suis même pas sûr, j'en sais rien. Peut-être que si, quand même, parce qu'elle devait voir que j'enregistrais les vidéos. Mais le reste de la famille, les amis, etc., personne pendant très longtemps. Et même quand j'ai lancé ma chaîne du coin des youtubeurs, alors que j'avais déjà une audience sur la chaîne photo, je l'ai pas dit aux gens de la chaîne photo pendant 1 an, comme toi. C'était vraiment 1 an où je voulais absolument, déjà d'un côté, développer une audience vraiment intéressée par les vidéos et pas qui venait parce que c'était des connaissances ou parce que, enfin voilà, je voulais une audience qui était qualifiée, en fait. Et souvent, c'est pas dans votre entourage que vous avez l'audience la plus qualifiée finalement. Et aussi, effectivement, comme toi, pour ce petit côté, si ça se trouve, mes vidéos sont nulles, pas intéressantes, je sais pas, j'ai peut-être l'air con dedans ou j'en sais rien. Donc, j'ai pas trop envie de me faire juger par mes proches pour l'instant là-dessus. C'est ma petite aventure à moi et j'en parlerai quand j'aurai confiance dans le fait d'en parler, quoi. Et donc, je comprends complètement et c'est un truc qu'on peut conseiller aussi à beaucoup de gens. Oui, ça fait peur de tourner sa première vidéo. Oui, on se sent con la première fois qu'on fait son montage, qu'on entend sa voix, qu'on voit sa tête, c'est normal. Et moi, je trouve pour casser cette frontière, déjà, on peut se dire on n'en parle à personne, et on peut aussi se dire que sur YouTube, on a la chance, c'est qu'on a une option qui permet de mettre une vidéo en non répertorié. Donc on peut toujours se dire, si ma première vidéo, je la trouve très 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 gênante des mois après, je l'enlève en fait, je la mets en non répertorié, et puis personne ne la voit. Et c'est pas grave, et d'avoir cette option, je trouve, permet de nous aider à passer à l'action, quoi. Il y a pas mort d'homme, c'est pas quelque chose qui va rester public ad vitam aeternam, donc c'est pas très grave, quoi.
Après, à contrario, je dirais que c'est toujours bien c'est toujours bien de voir là d'où on vient et où on est aujourd'hui. Donc, laisser les vieilles vidéos, même si je pense que j'ai jamais revu cette vidéo-là et que si je la revoyais, mais je me dirais, mais c'est qui ce mec? Mais, mais bon, dans un sens, par contre, pour des gens aujourd'hui qui arrivent sur la chaîne, moi j'aime bien revenir en arrière des fois et voir des anciennes vidéos pour aussi voir l'évolution de la personne, se dire, putain, mais au départ il n'arrivait pas à parler, aujourd'hui il parle vachement bien. Enfin, tu as l'évolution aussi, tu as l'âge, tu as plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Laisser les vieilles vidéos, même si en plus aujourd'hui c'est plus tout à fait la thématique actuelle de la chaîne. Enfin, moi, je pense que je j'ai pas envie de mettre, j'allais dire de supprimer, non, de mettre en non répertorié les vidéos, en tout cas pas aujourd'hui, quoi. Je suis 100% d'accord aussi. En fait, c'est simplement de se dire que c'est possible aide à tourner les premières vidéos. Mais généralement, quand on a fait déjà une dizaine, une vingtaine, une trentaine de vidéos et qu'on regarde ces anciennes, on a plus un petit côté nostalgique, un petit côté, comment dire, on est, j'ai plus le terme exact, mais tolérant, on va dire, par rapport à ce qu'on pouvait faire au début. Et surtout, quand on se projette sur notre comportement par rapport à d'autres créateurs et qu'on regarde leurs premières vidéos, on voit bien qu'on n'a pas du tout envie de se moquer d'eux ou quoi que ce soit. Au contraire, on se dit, ah, c'est chouette de voir l'évolution. Et c'est toujours sympa d'ailleurs de voir des commentaires sous nos vidéos qui disent, bah dis donc, t'en as fait du chemin depuis la vidéo où je t'ai découvert, où t'étais comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est toujours agréable. Donc oui, on est d'accord, l'idéal c'est de les laisser en ligne. Mais c'est toujours possible. Voilà. Et en tout cas, ça peut aider à débloquer le premier rec, quoi. Ouais. C'est plutôt dans ce Ben, sens-là. c'est vrai que le premier rec, en plus, t'as pas de retour, t'es tout seul, c'est vraiment vachement compliqué. Et par rapport à ça, bon, faut se dire aussi qu'aujourd'hui, même si tu as supprimé ta vidéo, il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà téléchargée et qui l'a récupérée ailleurs s'il veut te faire du mal. Donc de toute façon, le plus compliqué, c'est de poster. C'est-à-dire que tu sais que le jour où tu as posté ta vidéo, elle est l'air de rien en libre accès, donc tu donnes une petite partie de toi. Et je pense que c'est ça le plus difficile, et c'est ce qui fait que euh, même si tout le monde dit c'est super simple de faire des vidéos sur YouTube, d'être un YouTuber et gagner de l'argent presque à rien faire, en tout cas c'est ce que disent certains, je dirais bah, Si vous vas-y, savez. fais la même chose et on verra derrière. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça implique d'autres choses que simplement créer du contenu. Et tu as tout à fait raison, il y a un côté, si on veut que ça fonctionne sur YouTube, on doit mettre un peu de nous, on doit se livrer d'une certaine manière, et on accepte la règle du jeu tacite qui est qu'on devient une personnalité publique au moment où on poste quelque chose, Mm. que cette vidéo, elle peut être réutilisée ailleurs, elle peut être transformée, tordue, etc. Alors on a la chance, nous, d'être sur des thématiques qui ne provoquent généralement pas trop de réactions émotionnelles très fortes, on va dire, mais des créateurs politiques, des créateurs qui vont parler ouais, de sujets de société qui peuvent être très clivants, bah, ont cette responsabilité-là aussi qui peut les empêcher des fois de démarrer, hein, ça se comprend. Ouais. Et tu parlais Pourquoi tu as choisi... Vas-y, Ah, excuse-moi. non, je disais, tu parlais Non, dans vas-y. tes toutes premières questions de la pression supplémentaire sur le fait d'être expert comptable. Et c'est vrai que l'air de rien quand même, faut pas que je dise de bêtises. D'un point de vue technique, juridique, économique. Donc automatiquement, il y avait aussi quand même cette pression-là au départ, de dire ce que tu dis, faut que ça tienne la route parce que derrière, ça pourrait te retomber dessus. Parce que tu risques quelque chose au niveau de l'ordre des experts comptables, etc. Parce qu'il y a l'image du cabinet qui est une chose, mais est-ce que, comme c'est une profession qui est réglementée, est-ce que tu risques quelque chose? Est-ce que tu as le droit d'ailleurs de parler de comptabilité, alors que peut-être un médecin, j'imagine, n'a peut-être pas le droit de faire des vidéos où il donne des conseils santé. Euh, Alors, c'est quoi la situation pour les comptables? Alors, alors j'allais dire, je pense pas qu'il y ait de situation. Moi, j'ai posé la question à l'ordre sur la chaîne. On m'a dit, il n'y a pas de problème. Par contre, faut pas dénigrer la profession. C'est-à-dire que les vidéos ne doivent pas aller à l'encontre soit du métier, soit d'un autre professionnel. C'est pas, voilà, ça fait partie des choses que j'ai pas le droit de faire. Après, sinon, je suis totalement libre. Mais comme l'air de rien. Même si j'ai séparé totalement l'activité YouTube et l'activité cabinet, sachant qu'en plus on est plusieurs associés dans le cabinet, donc là c'est la parole d'un homme et pas la parole d'une entité. Ce qu'il faut pas, c'est que quelque chose que je dise puisse un jour m'être reproché, soit parce que j'ai dit une bêtise,
une bêtise qui est totalement contraire à la loi, par exemple, je ne sais pas si demain on ne pourrait pas m'attaquer parce que j'ai dit quelque chose et que derrière c'était le contraire. Mais c'est vrai que ça te met une pression supplémentaire par rapport à Monsieur X ou Madame Y qui n'a pas ce métier et cette pression derrière. Si tu fais YouTube que pour faire YouTube, tu as la pression de YouTube, mais tu n'as pas la pression de ton entreprise à côté qui pourrait être touchée par ton métier de YouTubeur. Ok, logique. Est-ce qu'à l'inverse, tu as eu des réactions, où tu as pu voir que tes vidéos avaient eu pour effet de déclencher des vocations de certaines personnes qui te disent suite à tes vidéos, j'ai commencé à m'intéresser à ce métier-là et je pense peut-être faire des études en comptabilité alors que je m'orientais vers autre chose. Est-ce que tu as eu des petites histoires comme ça déjà ou pas encore? Déjà, j'ai la chance, j'ai plutôt des commentaires positifs. Déjà, ça, c'est plutôt bien. Et c'est vrai que je dirais pas dans un premier temps quand j'étais plutôt sur des vidéos conseils, mais quand derrière je suis parti plutôt sur la partie vulgarisation de la profession, pas mal de commentaires étaient déjà de rendre la comptabilité intéressante. Et là où on a souvent un œil, stéréotypé de l'expert comptable, le mec en gris qui fait toujours la gueule et qui est là que pour bosser dans son bureau. Euh, les retours, déjà par contre pour le coup, des professionnels étaient positifs. Parce que ça, je l'ai eu plusieurs fois, des gens qui me disent c'est bien parce que tu donnes une image différente. Et le fait de donner l'image différente, elle est positive pour toute la profession, je pense. Mais aussi de l'autre côté, dans les vidéos, des gens qui me disaient putain, j'étais sûr que la comptabilité c'était un truc chiant, tu rends ça intéressant, c'est super. Alors je te dis pas que plus tard ils feront des études d'expertise comptable ou de comptabilité, mais déjà au moins ils se sont rendus compte que un métier, ça peut être intéressant si tu le tournes différemment de l'angle premier. Et après, moi surtout, je ne l'ai pas encore eu, mais je le vois quand même dans les commentaires, j'en ai un peu marre aussi de l'image du chef d'entreprise. Pour beaucoup, le chef d'entreprise, c'est la personne méchante qui n'est là que pour une seule chose, c'est voler les salariés. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de temps en temps, mais moi, quand je vois tous mes clients, toutes les TPE où on a 5 ou on a 10 salariés, les salariés, on les connaît tous par cœur, on connaît leur histoire par cœur, et le chef d'entreprise, il va plutôt presque ne pas se rémunérer pour pouvoir payer ses salariés au moment difficile. Et si j'arrive aussi à changer un peu cette image-là, je serais content. Ok. Ouais, donc une possible évolution aussi vers cette question du petit patron, du petit chef d'entreprise, du chef de petite entreprise. Pourquoi tu as choisi de décrypter la comptabilité des personnalités plutôt que de faire justement des vidéos tuto ou de faire des vidéos qui parlent spécifiquement de c'est quoi un bas de bilan, un haut de bilan, enfin des trucs très 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 comptables quoi pour le coup. J'ai commencé par la deuxième partie. dans, dans- quand, C'est souvent le cas, c'est souvent le cas en ouais, fait. alors déjà c'était plus facile parce que c'était vraiment mon métier à la base. Enfin mon métier en tout cas c'était que de l'exposé de connaissances. Mais dans un premier temps j'étais parti sur cette idée-là de donner une sorte de, je ne vais pas dire de Bible, mais de vidéos à suivre pour quelqu'un qui voudrait créer son entreprise. Et je m'étais dit j'en fais une dizaine, une douzaine. Comme ça, en suivant les 12 vidéos, la personne, elle a déjà les bases, en tout cas, pour créer son entreprise. Et j'ai eu deux problèmes par rapport à ce type de vidéo. La première, c'est qu'au bout d'un an, tu as fait le tour. Et l'air de rien, c'est pas toujours facile d'arriver à trouver de nouveaux sujets. Et la deuxième, c'est que j'avais trop de prospects. J'avais des questions. À un moment, j'avais presque toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des gens qui m'envoyaient un mail en me demandant un rendez-vous parce qu'ils veulent créer leur entreprise. Ils ont vu cette vidéo, ils sont très contents. Sauf que c'était pas l'objectif. Deux, j'avais pas de quoi les gérer. Et là où ça a été un peu borderline, c'est quand j'ai eu un client qui m'a appelé à 2, 3, 4 reprises au cabinet parce qu'il avait vu une vidéo, qu'il comprenait pas quelque chose et il voulait que je lui explique. Et là, je me suis dit non. Ça va pas le faire. Donc, je me suis un peu posé la question de comment je pouvais changer ça. Et en même temps, j'étais un peu, je vais pas dire déçu, mais j'avais l'impression d'avoir atteint une sorte de plafond de verre par rapport aux vidéos, parce que j'étais vraiment dans la niche des créateurs d'entreprises. Et je me suis posé la question comment arriver à développer, ou en tout cas à passer sur un palier suivant. C'est à ce moment-là que je regardais quelqu'un que tu connais qui s'appelle Yann Leonardi,
qui avait fait 1, 2 ou 3 vidéos en parlant de marketing, mais en prenant des exemples de personnes. Et je me suis dit, bah attends, ce qu'il fait dans le marketing, techniquement, je dois pouvoir le faire en comptabilité. Surtout qu'on a une chance en France, c'est que, à la différence d'autres pays, il y a un accès, j'allais dire quasi libre, aux informations des entreprises. Donc on peut y avoir accès, on peut trouver un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça, au bout de, je crois, à peu près 2 ans, que j'ai sorti en janvier la vidéo sur Villebrequin. Et pourquoi Villebrequin? C'est simplement que c'était une chaîne que je suivais énormément. Donc pour moi, c'était plus facile de commencer par quelqu'un que je connaissais plutôt que de partir sur quelqu'un que je connaissais pas. Donc j'ai fait cette vidéo et j'ai voulu faire ça pendant plusieurs mois. Donc j'avais fait Villebrequin. Derrière, il y avait eu aussi Orelsan. Enfin voilà, j'étais parti sur. Je m'étais pas limité, aux youtubeurs ou autre chose. Je crois que la troisième, c'était les sociétés des footballeurs. Ça fonctionnait. Celle qui fonctionnait le mieux, c'était celle sur Villebrequin. Elle était à 200, 300 vues par jour, mais qui était vachement mieux que les vidéos d'avant. Et à un moment, il y a un truc que j'ai pas compris. Un week-end, je suis parti avec ma femme et sur la route du vendredi, je vois le téléphone qui commence à s'illuminer toutes les 5-10 minutes avec un commentaire. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon téléphone est comme ça? Et en arrivant à l'hôtel, on se rend compte que je me rends compte que c'est la vidéo de Villebrequin qui commence à prendre énormément de vie. Alors pourquoi 6 mois après? C'est simplement que Villebrequin avait annoncé qu'ils allaient être sur RMC Découverte pour l'émission Top Gear. Et donc les gens ont commencé à faire des recherches. YouTube s'est rendu compte que cette vidéo pouvait intéresser. Elle a diffusé encore plus et c'est comme ça que ça a été ma première vidéo qui a dépassé les 100 000 vues 6 mois après son départ. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va continuer sur cette partie-là. Donc, il y a eu cette vidéo qui a fonctionné. Celle de Michou a moyennement fonctionné. Comme la vidéo sur Villebrequin avait fonctionné, j'avais pas mal de commentaires sur une chaîne qui s'appelle La Boiserie, que je connaissais pas à ce moment-là. Donc, à la rentrée, j'ai fait une vidéo sur La Boiserie en étudiant le sujet à fond. La vidéo avait bien fonctionné aussi. Et derrière, je m'étais dit, je vais plutôt prendre un gros youtubeur. Donc, je m'étais dit, bah, pourquoi pas faire Amixem. J'avais trouvé en plus un certain nombre d'informations. Amixem, c'est quand même un entrepreneur, il a une chaîne de vêtements, enfin voilà, une marque de vêtements, il a plusieurs choses. Donc je sors la vidéo en décembre et je crois que là où j'ai eu un gros coup d'émotion, c'est quand le deuxième jour, je vois un commentaire avec Amixem. Mmh. Et avant de lire le message, je me dis, oh putain, je vais me faire engueuler. Ouais. Non, le message. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, je veux dire, là pour le coup, il a été vachement positif dans son commentaire. Donc ça m'a remotivé, à continuer. Et donc là aujourd'hui, je me suis dit une vidéo sur 4 est là-dessus. Par contre, je veux pas non plus trop en faire pour pas être spécialisé sur cette partie-là déjà et aussi parce que j'essaye de faire les vidéos vraiment à fond, c'est-à-dire c'est souvent des youtubeurs que je connais pas, donc j'essaie de revoir un historique sur les vidéos, d'écouter plusieurs podcasts, donc ça prend automatiquement du temps et donc 1 sur 4 c'est largement suffisant. Ouais, c'est vrai que là il y a 2 dangers, je trouve, dans ce que tu nous as dit là. Il y a effectivement le danger d'attirer l'attention des personnes dont tu parles. Et ça se joue à pas grand-chose, parce que si tu avais eu un commentaire très négatif d'Amixem qui disait « Qu'est-ce que tu as fait là? Tu racontes n'importe quoi, etc. » Peut-être que ça aurait changé la suite, peut-être que tu aurais plus osé ou plus voulu faire ce type de vidéo. Et du coup, ça peut changer beaucoup de choses. Des fois, ça se joue à un commentaire ou à une façon de l'aborder, parce que j'imagine aussi que ta façon hyper bienveillante dans tes vidéos est surtout très neutre, hein, j'ai l'impression, dans le ton, fait que c'est quand même difficile quand on est visé par une de tes vidéos d'être critique ensuite derrière. Donc voilà, il y a plein de façons de faire et il y a des conséquences différentes derrière. Et après, l'autre risque, je trouve, que tu as très vite perçu et que tu essaies d'éviter, c'est effectivement l'enfermement. C'est-à-dire que l'enfermement le plus simple pour toi aurait été d'être la chaîne qui analyse les entreprises des chaînes YouTube de bagnoles.
Villebrequin, La Boiserie, tu aurais pu en faire plein d'autres, hein. Il y en a plein des chaînes YouTube de Ouais. voitures très connues. Parce que finalement, l'audience qui a aimé l'analyse de Villebrequin a logiquement aimé l'analyse de La Boiserie, aurait pu aimer l'analyse de GMK et de toutes les autres chaînes YouTube similaires. Et donc ça aurait été le chemin facile. Mais tu sais déjà à ce moment-là, toi, peut-être ta maturité aussi fait ça, que c'est s'enfermer dans quelque chose et que plus tu vas faire des vidéos sur ce petit sujet-là, plus ça va être difficile d'en sortir après. Mais tu sais aussi qu'il ne faut pas trop en sortir trop large. Et donc, de garder quelques youtubeurs en se disant je vais aller faire d'autres youtubeurs mais sur d'autres styles, ça peut aider à s'ouvrir. Et puis ensuite de se dire ok, les youtubeurs ça marche, j'ai un format qui... Voilà, je sais à peu près comment faire cette partie-là, mais je ne vais pas faire que ça. Et je vais continuer à faire soit du vol d'autorité, d'émissions télé maintenant dernièrement, d'entrepreneurs ou d'artistes, mais aussi tenter des formats comme tu avais pu faire pour combien coûte un bébé, des formats qui du coup ne sont pas basés sur du vol d'autorité, qui sont des formats plus de société, qui je trouve sont intéressants. Finalement, combien coûte un Big Mac était un petit peu dans cette veine-là aussi. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant et ça reboucle un peu avec ce qu'on s'était dit au début. Oui, il y a une pression à faire toujours plus de vues, mais il faut aussi avoir ça en tête, d'essayer de garder sa liberté éditoriale le plus possible et accepter du coup que quand on fait quelque chose d'un peu plus risqué parce que c'est différent des vidéos qui sont devenues virales, on baisse un peu nos attentes et se dire bon, si on fait tant de vues, c'est pas mal, on va pas s'attendre à faire 200 000 comme la vidéo précédente parce que j'ai bien compris, j'ai bien conscience que ça va être plus difficile pour YouTube de trouver la bonne audience, quoi. Donc je trouve que tu fais ça de façon assez fine et que tu t'auto-protèges entre guillemets pour l'avenir de ta chaîne. Alors, je sais pas si c'est de l'autoprotection ou si c'est de l'analyse et de la réflexion. Parce que c'est vrai que l'histoire des bagnoles, comme tu dis, je me suis rendu compte assez vite que oui, si je refaisais une vidéo sur les bagnoles, ça fonctionnerait mieux. Mais je vais pas dire j'ai compris parce que je sais pas du tout comment fonctionne YouTube en termes d'analyse. Mais tu te rends compte que si tu te mets sur un rail, oui, tu vas fonctionner, mais dès que tu vas sortir, tu vas te péter la gueule, quoi. C'est vraiment l'impression que ça donne parce que... Et donc par rapport à ça, le fait de changer de sujet, c'est un avantage et en même temps c'est un peu plus facile parce que tu prends des sujets totalement différents, ça te permet quand même aussi à chaque analyse, parce qu'on va rester à la base, c'est un loisir, de justement, même en termes d'éducation, de connaissances, de voir des choses différentes et de continuer à te nourrir. Et l'air de rien, tu sais jamais ce qui peut fonctionner sur YouTube. Tu parles de la vidéo sur le Big Mac. La vidéo sur le Big Mac, c'est l'une des vidéos, c'est même la vidéo depuis 2 ans la plus rapide que j'ai faite. En termes d'écriture, ouais. Ça a été très rapide. En termes d'enregistrement, je crois qu'elle fait que 12 ou 13 minutes, donc elle est courte. Et pour autant, c'est une vidéo qui a fonctionné tout de suite, alors que pour moi, j'avais pas prévu. Enfin, j'avais pas prévu, on peut pas dire qu'on peut prévoir, mais j'y voyais pas du tout du potentiel sur cette vidéo-là. Et pour autant, elle a très bien fonctionné. À la différence, par exemple, alors, la vidéo a bien fonctionné, mais quand j'ai fait la vidéo sur Webedia, je me suis dit, dedans, il y a 3 gros youtubeurs, c'est sûr, elle va péter. Pour autant, bon, elle a fait, au départ, elle avait fait 30 ou 40 000 vues, ce qui était très bien pour la chaîne. Mais j'avais donné... J'avais un objectif beaucoup plus grand sur cette vidéo parce que je m'étais dit, il y avait les ingrédients pour que ça fonctionne. Elle n'a pas fonctionné. Et derrière la vidéo sur Vodka, moi, à la fin du montage de la vidéo, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quoi cette vidéo? Mais je vais me faire éclater, quoi. Déjà, tu fais une vidéo qui fait presque 40 minutes sur un mec qui fait 60 ou 70 000 vues par mois depuis 3 ans. Mais pourquoi tu fais ça? Je sors la vidéo, 4 jours après, elle fait 150 000 vues sur une journée. C'est pas que c'est incompréhensible, mais même si on essaye d'analyser, il y a toujours une part de hasard, ce qui est aussi quand même très positif, quoi, parce que s'il n'y avait pas d'hasard, ce serait quand même moins intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a une part de hasard ou de chance, ou je ne sais pas comment on doit l'appeler, pour que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Comme tu le disais avec le commentaire d'Amixem, le commentaire aurait été totalement différent. C'est possible que je ne serais pas face à toi aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'on a remarqué sur les vidéos qu'on appelle vol d'autorité, hein, du coup pour ceux qui ne savent pas, vol d'autorité, l'idée c'est de s'appuyer sur
la notoriété de quelqu'un ou d'une entreprise, d'une personnalité, pour utiliser ça comme excuse pour aborder un sujet qui est important pour nous, pour notre chaîne. Et donc, voilà, on se base là-dessus pour susciter le clic au départ. Et on peut penser intuitivement au départ que plus la personnalité est connue, plus l'entreprise est connue, plus on a de chances que la vidéo devienne ultra virale. Ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on fait une vidéo sur Squeezie, il y a déjà eu des milliers ou des centaines ou des milliers de vidéos sur Squeezie. Et donc on est face à une concurrence énorme, et aussi on est face à une personnalité pour laquelle son audience a déjà vu plein de vidéos qui ont un peu analysé Squeezie, de plein de façons différentes. Là où un vodka, par exemple, ce qui est assez intéressant, alors pareil, quand on bossait dessus, je n'anticipais pas non plus qu'elle décolle à ce point-là, mais quand on y réfléchit après coup, c'est toujours plus facile d'analyser après coup, mais Oui. après coup, c'est quelqu'un que beaucoup de gens ont dans un coin de leur tête, qu'ils ont connu pendant longtemps, il y a plusieurs millions de personnes qui l'ont dans un coin de leur tête, et ils n'avaient plus de nouvelles de lui depuis un moment, ils se demandaient ce qu'il était devenu, et ils ont un espèce d'attachement émotionnel, avec, teinté d'un peu de nostalgie en plus par rapport à cette personne, et surtout, quasiment personne n'a analysé ou n'a parlé de vodka depuis des années. Et donc en fait, le vol d'autorité idéal, c'est une personne que beaucoup de gens connaissent, une personne ou une société ou peu importe, quelque chose que beaucoup de gens connaissent et dont peu de gens parlent. Et nous, on a des cas inverses avec d'autres clients à nous qui font des épisodes de podcast où ils ont des cercles de créateurs qui s'invitent les uns les autres, ce qui se connaissent sur LinkedIn notamment. Et en fait, c'est des créateurs pour lesquels il y a énormément de contenu, et c'est des personnes qui sont absolument pas connues sur YouTube. Et ça, c'est l'anti-viralité, quoi, parce que c'est des personnes dont peut-être 1000 personnes les connaissent, et il y a déjà 12 podcasts avec eux dedans, quoi. Et donc c'est l'effet inverse. Et ces vidéos-là sont très 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 dures à faire décoller. Et donc voilà, on est en train peut-être d'essayer de mettre en équation le truc. Alors évidemment, c'est imparfait, et je te dis ça, et la prochaine, on va tenter de le faire comme ça va pas marcher. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là quand même, de attention à ne pas viser, si vous voulez faire du vol d'autorité sur votre chaîne, à ne pas viser, si vous voulez parler d'entrepreneuriat, faites pas une vidéo sur, peut-être pas une vidéo sur Elon Musk, mais essayez peut-être de trouver un entrepreneur que beaucoup de gens connaissent, et finalement pas grand monde en a parlé, pas grand monde n'a analysé sa façon de faire, et là il y a peut-être un truc intéressant, à détricoter en tout cas. Bon, sachant que souvent, quand t'es connu, on a parlé de toi. Bah, ça dépend. Ça dépend. Il y a des choses que beaucoup de gens connaissent et il y a des choses qui peuvent faire partie de ton quotidien et qui pour autant ne sont pas trop traitées. C'est ça tout le paradoxe, quoi. Je te donne un exemple ici parce que voilà, mais par exemple, si moi je devais parler d'entrepreneuriat, je pense que je parlerais de James Dyson, qui moi m'inspire beaucoup, qui est en plus un ingénieur, un inventeur, etc. Beaucoup de gens connaissent Dyson. Très peu de gens parlent de James Dyson et de sa façon d'entreprendre par rapport à un Jeff Bezos ou au patron de Tesla. Donc, Ouais. en fait, c'est ça. Il y a souvent, on reprend toujours un peu les mêmes en boucle. Et c'est pareil pour les youtubeurs. Tout le monde parle de MrBeast. Il y a au moins une vingtaine de youtubeurs qui ont plusieurs dizaines de millions d'abonnés, qui font des choses incroyables, très différentes de MrBeast, que beaucoup de gens connaissent, mais qui ont 100 fois moins d'analyse sur ce qu'ils font que le numéro 1, quoi. Donc, faut essayer d'aller chercher les numéros 3, 4, 5, en fait, en général. C'est là qui sont intéressants. C'est quoi ta vidéo favorite sur ta chaîne YouTube? Celle que tu préfères? C'est pas forcément celle qui a le mieux marché, mais celle où je sais pas, t'as pris beaucoup de plaisir, où tu penses qu'elle est importante. Alors, je dirais que j'aime bien toutes mes vidéos parce qu'elles font toute partie de la chaîne et à chaque fois c'est un ingrédient. Alors, je pense que en tout cas la première vidéo où j'ai essayé de faire quelque chose de différent, qui a complètement floppé, mais c'est pas grave. C'était une vidéo où je faisais une comparaison entre une entreprise et un club de foot. L'idée, c'était de montrer que ce soit en termes d'organisation, en termes de mise en avant des personnes, en termes même sur l'histoire des marchés des transferts et toute cette partie-là, on était un peu sur des organisations équivalentes. Donc c'est une vieille vidéo, hein, elle a été faite au départ. J'avais acheté un fond vert parce que j'avais voulu faire des trucs un peu rigolos avec. Mais j'ai un petit attachement parce que je pense que c'est l'une des premières vidéos où j'ai voulu faire quelque chose de différent. Ça a pas fonctionné, mais en termes en tout cas d'écriture et de création, c'était différent. Et j'en mettrai quand même une deuxième. Je mettrai quand même la vidéo Villebrequin aussi plutôt parce qu'elle a été le déclencheur de là où je suis aujourd'hui sur YouTube. Donc on est quand même obligé de la nommer. Très bien.
C'est quoi ton process aujourd'hui pour créer une vidéo de A à Z? Ça commence comment? C'est quoi les étapes? Combien de temps ça prend? Comment tu t'organises? Alors, je vais te dire ça avant que j'avais un monteur, parce que le process est un peu modifié, surtout en termes d'organisation et de délai. Au départ, je m'étais donné un mois entre deux vidéos pour me permettre, en fait, chaque semaine de faire une étape. Euh, la, la première chose, c'est que, comme je t'avais dit tout à l'heure, et je continue à le faire, c'est que j'essaye au cours de l'été, moi je parle un peu en saison de télé, c'est pas tout à fait pareil, mais de septembre à juillet, euh, je commence toujours au cours de l'été à avoir 12 sujets au cas où. Aujourd'hui, j'ai une liste de sujets, j'ai une checklist. À chaque fois que j'ai une idée, je la note. Donc, j'ai juste à les récupérer dedans. Mais le fait d'avoir ces 12 sujets, ça me fait dire que si à un moment je suis bloqué, au moins, je sais que je ne perdrai pas de temps et que j'aurai des choses à dire. Donc, je fais cette liste de 12 sujets. Et après le mois où je dois m'occuper de cette vidéo, la première semaine, je suis sur de la recherche pure. C'est-à-dire à la fois recherche économique si j'ai besoin sur le sujet, et si par exemple je suis sur un YouTuber, l'écoute de podcast, enfin voilà ce genre de choses. La deuxième semaine, j'étais sur la partie écriture, mais je vais dire écriture texte. C'est-à-dire vraiment d'organiser mon sujet et d'écrire la totalité de mon analyse, mais plutôt en version écrite et littéraire. Et c'était la troisième semaine que je relisais plusieurs fois le texte pour transformer la partie écriture en vocal, qu'elle fasse moins narrative et Mhm. plus échange. Et, et c'est là où aussi je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui marchait bien, c'était d'incruster soit des phrases, soit des expressions, soit des moments, des personnes ou des sujets que j'analysais. Donc c'est aussi cette semaine-là où bah, quand j'ai écouté plusieurs vidéos, je me suis mis certains mots ou certaines phrases qu'ils avaient dit et j'essaye de les réinclure à différents endroits. Et je commence aussi à penser au montage et au schéma que je devrais pouvoir faire. Et derrière, c'était la quatrième semaine avant que je m'occupais du montage de la vidéo. Et grosso modo, je pense que je devais mettre allez, 30 à 40 heures pour faire une vidéo, tout confondu, à peu près, sachant que ouais, je devais bien mettre la moitié du temps que sur le montage. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment, j'en avais marre et je voulais le déléguer. C'est que je faisais le montage sur la dernière semaine, sauf que bah, ça voulait dire que je passais des fois de 20 heures à 1 heure ou à 2 heures du matin à Ouais, travailler, tous les soirs. ouais, à travailler le montage. Et quand tu arrives, que tu as le boulot à côté et tout, bah, à un moment, tu t'uses. Donc c'est pour ça que j'ai délégué ça. Sauf que ça t'oblige quand même à réfléchir au montage avant de donner Ouais. le travail au monteur pour lui faciliter la chose. Et parce que, enfin, c'est vrai que je me suis rendu compte après coup que au cours du montage, je pensais à certaines choses. Sauf que si je délègue le montage, bah, il faut que j'y ai pensé, Mhm. faut que j'y ai pensé avant. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que là où moi j'acceptais de travailler entre 20 heures et 2 heures du matin pour faire le montage, je suis pas sûr que le monteur il accepte de le faire de la même manière. Donc automatiquement, en termes d'organisation et de laps de temps, bah, si tu délègues des choses, faut accepter de laisser du temps supplémentaire. Ah oui, c'est très juste et ça permet de bien comprendre comment on peut faire petit à petit ces transitions vers la professionnalisation. Ça amène toujours des petits changements dans notre façon de faire, dans nos process. J'imagine que ta recherche maintenant est un petit peu différente, que ton écriture aussi est différente. Et effectivement, surtout sur des formats complexes comme les tiens, où il y a beaucoup d'inserts, il y a aussi beaucoup de chiffres, hein, donc la façon dont les Oui, chiffres vont être présentés, etc., c'est important. Anticiper ça à l'étape de l'écriture va faciliter le travail du monteur, ça va éviter de nombreux allers-retours aussi. Donc ça demande un peu plus d'efforts dans les phases amont pour simplifier le boulot derrière, quoi. Ou alors sinon c'est plein d'allers-retours et du coup le monteur il facture aussi plus cher derrière, donc c'est dans l'intérêt de personne. Mais finalement quand on y réfléchit, on s'approche, alors, on en est encore très loin, mais on s'approche petit à petit de ce que fait le cinéma, quoi. Où finalement eux ils ont ils savent exactement à quoi ressemble le film avant même d'avoir tourné une scène, quoi. bah, Parce tu as tout qu'il y le a les script. images, il y a le Ouais. voilà. Donc
c'est logique en fait que les vidéos YouTube, notamment quand on fait du haut de gamme, on va dire, bah, aillent un petit peu dans cette direction-là finalement, petit à petit, et chacun met le curseur où il veut, quoi. Je pense que ça dépend aussi quand même des thématiques. C'est-à-dire que moi, je suis sur des vidéos 100% scriptées, j'allais dire mot à mot, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Il faut obligatoirement un sens et un ordre au niveau de l'histoire. Alors que quand tu es peut-être plus sur du fit and fun, tu as quand même du script. Ça, j'allais dire aujourd'hui, je le sais. Même si, vu de l'extérieur, des fois, tu as l'impression que c'est 100% fait à l'arrache. Même l'arrache, au fait, est scripté. Euh, mais le script est différent. Mais après, enfin, moi, je sais que heureusement que j'ai mon script. Ça me permet de se rattacher à quelque chose et dire, bah, bon, bah, l'enregistrement, il va durer qu'une heure, quoi. Et au bout d'une heure, bah, tout est Ouais. enregistré. On passe à l'étape suivante. Et même pour le monteur, tout est scripté, donc le montage est beaucoup plus facile. Alors que quand tu as 2, 3, 4 heures de rush, que tu dois faire une vidéo de 15-20 minutes derrière, le travail, c'est pas le même non plus. Quel conseil tu donnerais, toi, à un professionnel, alors pas forcément expert comptable, mais du coup quelqu'un qui veut parler de son métier d'une manière ou d'une autre et qui voudrait s'inspirer un peu de ton parcours sur YouTube, qui voudrait faire un petit peu à la même manière que ce qu'a fait Jérôme sur Bienvenue au cabinet, mais pour un autre métier, tu lui donnerais quoi comme conseil aujourd'hui? Ne pas faire des vidéos pour ses clients, pour chercher des clients. Je pense que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'on va faire une vidéo publicitaire. Et quand tu fais une vidéo publicitaire, tu es sûr de te foirer parce que la personne qui est en face sait que c'est une vidéo publicitaire. Et donc, quand tu fais une vidéo publicitaire, ce que tu mets en avant, c'est ton produit et c'est pas toi. Et quand tu vas sur YouTube, si tu veux récupérer, c'est pas le terme adéquat, mais si tu veux être connu grâce à YouTube, ou en tout cas avoir des mises en relation grâce à YouTube, ce que tu dois vendre, c'est toi. C'est ta personnalité, c'est ton analyse, c'est ton professionnalisme. Et donc, si tu vends un produit, c'est pas toi que tu vas vendre. Donc déjà, éviter de vendre. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Et la deuxième aussi, c'est d'essayer de faire son maximum pour que la vidéo soit réussite. Il y a, j'allais dire, une théorie qui peut fonctionner la plupart du temps, mais qui ne fonctionne pas sur YouTube. C'est la théorie de Pareto qui dit que 20% du travail donne 80% des résultats. On est sur un métier artistique. Et donc, plus tu essaies de te rapprocher je ne vais pas dire de la perfection, mais en tout cas du résultat voulu, plus tu as de chances que ça soit mis en avant par la plateforme. Donc, il faut que tu travailles bien ta miniature, il faut que tu travailles bien ton angle d'approche, il faut que tu travailles bien ton introduction, il faut que tu travailles. Tout doit être bien travaillé. Par contre, on ne va pas tout faire dès la première vidéo. Donc, j'allais dire, le premier conseil, c'est de se lancer à la base, ce qui n'est pas facile. Il faut se dire que chaque vidéo sera meilleure que la précédente, ou en tout cas, il faut faire en sorte que chaque vidéo suivante soit meilleure que la précédente. Et après, je ne sais plus qui disait ça, mais YouTube, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et si on veut des résultats rapides, bah, ça ne sert à rien de se lancer parce qu'on est sûr de se foirer. Oui, je pense qu'il faut apprécier l'apprentissage qui vient avec une chaîne YouTube. Aujourd'hui, YouTube, c'est vrai, c'est professionnalisé. On a des super contenus dans plein de thématiques, mais ça vient avec beaucoup de compétences à développer. Et si vous appréciez, si vous aimez apprendre des nouvelles compétences, c'est génial. C'est vraiment très très épanouissant en fait, je trouve. Mais il faut aimer ce processus, il faut accepter que ça vient avec le fait que ça se développe lentement, que peut-être ça va prendre du temps avant que la première vidéo décolle. Mais tant qu'on a appris une chose à chaque fois, tant mieux. Moi, je me souviens que ma motivation première pour ma première chaîne YouTube, c'était de me dire, peu importe si les gens regardent, au moins j'aurais travaillé ma diction. Je serai plus à l'aise pour parler à l'oral devant des gens et ça me servira dans ma vie pro. C'était ça ma motivation première en fait. Et je pense qu'il faut garder ce côté-là et de se dire, bon, au bout d'un moment, ma diction s'est améliorée, bah, je vais apprendre ce qui attire l'attention des gens et pourquoi ils restent au début d'un discours. Au début d'une là, c'est typiquement les accroches de vidéos par exemple. Bah, à l'air de rien, quand on affine et qu'on travaille ses accroches et qu'on voit ensuite dans les analytics, quand la courbe elle se casse la gueule très très vite, ou au contraire quand elle reste très élevée dès le départ, bah, petit à petit on s'affine et on comprend comment on peut mieux attirer l'attention des gens quand on fait une présentation en public ou quand on présente un PowerPoint devant ses collègues en fait. Et finalement on apprend plein de choses comme ça qui peuvent nous servir dans plein d'autres domaines que YouTube. Et si on n'apprécie pas
ce parcours-là, cette aventure-là, et on prend YouTube en se disant, bah, je veux trouver mon format de vidéo, je vais le faire jusqu'à l'infini parce que ça me rapportera des clients, bah, on enlève ce côté fun et grisant de l'apprentissage, je trouve, et on passe à côté de l'essentiel en fait de YouTube, malheureusement. Mm. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et après, je dirais que la deuxième chose, il faut toujours faire attention j'allais dire sur la comparaison, parce que on va toujours se comparer aux meilleurs, ou en tout cas à ceux qui Ouais. sont mis en avant par la plateforme. Et c'est vrai que quand je regarde l'historique, je crois qu'à la fin de la première année, j'étais à 400 ou 500 abonnés, j'étais à 2500 au bout de 2 ans. Et au niveau des vues, j'étais peut-être à 5 vues au départ, alors qu'aujourd'hui, je veux dire, la chaîne arrive à entre 5 et 10 000 vues tous les jours. Donc, il faut toujours faire attention et ne pas faire une comparaison en se disant, bah mince, ça fonctionne pas, j'ai que 5 ou 10 vues. Bah non, c'est 5 ou 10 vues tous les jours sur ta chaîne, mais c'est super, quoi, parce que l'air de rien, c'est des gens qui t'ont écouté, ou qui t'ont regardé pendant 5 ou pendant 10 minutes et que t'as intéressé. Donc si aujourd'hui tu en as intéressé 5, peut-être que demain ce sera 50 et après ce sera 500 et après ça augmentera, quoi. Mais voilà, faut faire aussi attention à ce comparatif parce que il est naturel, mais voilà, on n'est pas dans la même cour. Et puis comparer les plateformes aussi, je trouve TikTok a fait beaucoup de mal à YouTube dans ce sens-là aussi parce que ça peut être grisant de poster une petite vidéo courte et de se dire, waouh, elle a fait 10 000 vues en quelques heures ou en quelques jours. Et donc ça paraît normal, ça paraît lambda en fait d'avoir 10 000 vues sur une vidéo, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes statistiques. Les gens n'ont pas décidé de le voir, ce TikTok. Il leur a été proposé par l'algo qui leur balance au fur et à mesure qu'ils swipe. On a des durées de visionnage qui sont beaucoup plus courtes. Donc en fait, la valeur d'une vue n'a rien à voir entre une vidéo courte et une vidéo longue. Et même les algorithmes ne sont pas les mêmes. C'est pas fait de la même manière. Et en fait, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que, et YouTube se considère comme ça d'ailleurs, il faut considérer que la concurrence de YouTube, c'est pas TikTok ou Instagram, c'est Netflix. Et donc imaginez qu'en fait YouTube, c'est un Netflix public. C'est un Netflix sur lequel vous avez le droit de publier des vidéos. C'est quand même génial. Et donc évidemment, si vous avez votre vidéo YouTube qui est l'équivalent d'un show Netflix, bah, si vous avez quelques centaines de personnes qui le voient, c'est déjà énorme en fait, c'est déjà superbe. Et donc je pense qu'il faut plutôt le prendre sous cet angle-là, parce que sinon on se laisse un peu griser par les chiffres, et puis quand on arrive sur YouTube, on dit oh, seulement 100 vues. Oh là là, c'est énorme, 100 personnes qui prennent 5 ou 10 minutes pour regarder une vidéo, c'est énorme. Combien de fois dans votre vie vous avez parlé devant 100 personnes pendant 5 minutes Pas souvent, quoi. Top. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée? Ouais, oui, oui. Tu m'as pas demandé quelles étaient les chaînes YouTube que je regardais. Exact. Et alors? Euh, alors, c'est pas des petits YouTube. Alors, si, il y en a un qui est juste à 100 000, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que sur la partie vulgarisation, enquête, toute cette partie-là, je regarde quelqu'un qui s'appelle Sylvain, qui fait plutôt de l'enquête, mais l'enquête un peu informatique. Et on se rend compte qu'au fait, sur n'importe quoi, on peut trouver des sujets, et même des vieux sujets, et pour autant, ça intéresse et ça fait des vues. Et par contre, dans un style, là, c'est plutôt sur la voix et sur l'image. Je trouve que Léo Duff arrive à faire quelque chose dans ses vidéos en juste 10 minutes. Il te prend pendant 10 minutes et il te lâche à la fin et tu dis bah, bravo, t'as réussi. Donc voilà, deux personnes, si vous voulez aller sur leur chaîne, surtout, n'hésitez pas. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable, un type de vidéo que tu regardes même si tu l'assumes pas trop? Alors, c'est pas en vidéo, c'est plutôt quand tu swipes et que tu tombes et que tu tombes des fois sur des vidéos, je sais pas pourquoi, le démontage des moteurs ou ce genre de choses. Dès qu'il y a de la mécanique, je le regarde en entier pour rien. Tu sais pas pourquoi tu restes devant cette vidéo. Est-ce que ça te Des servira? restaurations d'objets anciens aussi un peu, non? Alors, non, T'as déjà vu ça? ouais, si, oui, mais moi, je sais que c'est le démontage. Et alors, dans un sens, D'accord. quand j'étais petit, j'adorais démonter les trucs, et après, ma mère m'engueulait parce que ça se remontait jamais de la bonne façon. Mais c'est vrai que, tu vois, le démontage d'une vieille, oui, alors c'est un peu de la rénovation, le démontage d'une vieille console, et qu'il nettoie entièrement, et qu'à la fin, ça te donne un truc tout beau. Tu dis, waouh. Maintenant, je sais le faire. La prochaine fois, tu le feras jamais, mais c'est pas grave.
as perdu 10 minutes et ça te montre au fait que tu peux faire des vidéos sur tout et n'importe quoi. C'est pas le sujet qui va faire que les gens vont te regarder, c'est souvent la forme et la manière dont tu vas l'appréhender. C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années? Qu'est-ce que dans tes rêves les plus fous? Alors, j'allais dire déjà d'arriver à atteindre les 100 000, je pense que ça serait, enfin, c'est un palier idiot parce qu'un abonné, techniquement, ça vaut rien aujourd'hui, mais d'un point de vue psychologique, c'était un objectif, moi, que je m'étais donné pour fin 2025. Je pense que ça sera peut-être un peu avant. Donc ça, c'est la première chose. Euh, j'ai- Ouais, ce que j'aimerais bien, c'est ouais, un jour intervenir, je sais pas, que YouTube me dise, bah tiens, tous ces créateurs, tous ces YouTubeurs ne connaissent pas les règles de la gestion d'entreprise pour leur propre entreprise YouTube. Est-ce que ça te dirait de venir et d'échanger avec 200 ou 300 YouTubeurs? Si un jour j'ai ça, ça me, je serais très content. Et après, c'est sûrement parce que je suis vieux. Euh, je pense que c'est pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos qui s'appellent combien ça coûte. Ça vient des vieilles émissions télé, combien ça coûte, Capital, enfin toute cette partie-là. Et c'est vrai que un jour d'être à la télé, je ne vais pas dire que ça serait une réussite parce que c'est pas le cas, mais ça serait un signe en tout cas que j'aurais apporté une petite pierre à l'édifice. Et moi, ça me ferait plaisir. Ok, super intéressant. Et pour la partie intervenir auprès de YouTube, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je sais que YouTube recherche régulièrement des créateurs qui peuvent apporter aux autres créateurs. Donc je leur glisserai un petit mot à l'occasion. Et il y a aussi des événements qui s'organisent maintenant, alors pas toujours à l'initiative de YouTube, mais parfois à l'initiative de créateurs ou de gens de la créateur économie. Il y en a de plus en plus qui s'organisent en France, dans lesquels ils cherchent des speakers, donc ça peut être aussi pertinent. Donc j'ai bien noté tout ça. Et je pense que ça apporterait beaucoup en plus à l'écosystème, donc c'est top. Bah écoute, je pense qu'on arrive au bout de cette interview, Jérôme. En tout cas, c'était super, super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu veux donner rendez-vous aux gens Ah qui ben, nous écoutent? retrouvez-moi directement sur ma chaîne YouTube, bienvenue au cabinet. Et normalement, vous pouvez vous abonner et vous pouvez mettre la cloche de notification parce qu'il y a une vidéo par mois, donc vous serez pas harcelé. Et si vous pouvez m'aider à atteindre les 100 000, bah, ça me ferait plaisir. Donc rendez-vous tout de suite.